Quel rapport entre ça et le financement de l'économie réelle? Comment est-ce que la finance-t-elle l'économie réelle? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dissocie la finance de l'économie réelle? Est-ce que ça ne devrait pas être un seul tout? Mettons que tu sois le PDG et directeur d'une boîte qui, pour financer son développement, ait besoin d'environ 500 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais? J'irai voir ma banque, ma caisse d'épargne. Ça marche. Sauf qu'à partir d'un certain niveau, la banque des entreprises, c'est plus vraiment la banque de détail, c'est plutôt la banque d'investissement. Donc dans le cas de la caisse d'épargne, ce serait plutôt Natixis. Le problème, c'est que ta banque de financement, qu'on appelle banque de financement et d'investissement, BFI, ne peut pas te prêter les 500 millions pour une raison X ou Y. En revanche, elle te propose d'accéder au marché financier. Oh, la classe! Qu'est-ce que tu fais là? Bah, t'as dit que j'étais PDG. Alors bah, mets une chemise quoi. Ok, la banque te propose donc un accès au marché financier. Cool, je vais être coté en bourse. Exactement, c'est une des options qu'on te propose, une introduction en bourse ou IPO pour Initial Public Offering. La banque commence par déterminer la valeur de ta société, mettons 700 millions d'euros. Donc pour te financer, on va découper ta société en actions et on va aller vendre ces actions sur les marchés financiers. Ici, on va être obligé de vendre 70% de ta boîte pour arriver aux 500 millions. Attends. Je vais vendre 70% de ma boîte? Oui, tu vas devenir un actionnaire comme les autres. Comme les autres, tu auras un droit de vote au conseil d'administration de la boîte. Comme les autres, tu seras un des propriétaires de la boîte. Et comme les autres, potentiellement, tu auras également le droit aux dividendes si jamais la société décide d'en verser un. Mais je suis encore PDG. Pour l'instant, oui. Mais comme maintenant, tu as moins de 50% des parts de la société, tout peut arriver. Petite parenthèse, le versement des dividendes n'intervient en général pas quand on parle de sociétés qui sont en pleine croissance. Amazon, Twitter, Facebook sont des sociétés qui ne payent pas de dividendes. Tous les profits sont réinvestis dans la croissance de la boîte. Apple, par exemple, paye des dividendes depuis fin 2012 seulement. Donc je perds le contrôle de ma boîte, potentiellement je suis plus PDG et en plus de ça, c'est pas sûr que je touche des dividendes? Il n'y a pas une autre option que l'introduction en bourse? Si, tu as aussi le marché de la dette. Tu peux émettre une obligation. On va découper ta dette de 500 millions en petits morceaux de 100 000 euros et on va aller vendre tout ça aux investisseurs. Comme pour n'importe quel prêt, il faudra payer des intérêts, qu'on appelle ici des coupons. Il faudra également définir la durée de vie du prêt, 5 ans, 7 ans, 10 ans, à voir. Comme ça, on dirait que c'est la solution idéale. J'ai l'impression que tu me dis pas tout quand même. Il est où le piège? Le piège, c'est que tu veux emprunter 70% de la valeur de ta société. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça fait de toi un investissement risqué. Et en finance, qui dit risque dit argent. Plus le risque est gros, plus les investisseurs s'attendent à gagner de l'argent. Donc pour toi, ça veut dire un taux d'intérêt important, un coupon élevé. Ok, combien? Il y a beaucoup de variables. C'est très difficile d'associer risque de défaut et taux d'intérêt. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des agences de notation comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch qui donnent des notes aux États ou aux entreprises, le but étant de faciliter ensuite la prise de décision des investisseurs. Non mais combien? Disons qu'on te prête sur 5 ans, 8% par an. Petit réconfort pour ce type de dette qu'on appelle obligation, tu rembourseras le principal uniquement à maturité. Ça veut dire que pendant 5 ans, tu ne payes que les intérêts et c'est seulement à la fin de la vie de l'obligation que tu vas rembourser les 500 millions. Par contre, évidemment, pendant ces 5 ans, tu payes 8% de 500 millions. Tu ne rembourses pas le principal, donc c'est plus cher. 8% de 500 millions, ça fait du 40 millions à rembourser tous les ans. Sur 5 ans, 200 millions. Ah ouais, du coup, entre les actions et la dette, je sais pas trop quoi faire. Ces deux options qu'on vient de décrire rassemblent ce qu'on appelle le marché primaire. C'est le marché du neuf. C'est le seul moment où la finance est en contact avec les entreprises, avec l'économie réelle, et c'est le seul moment où la finance finance vraiment les entreprises. Au passage, pour rappel, les investisseurs dont on parle ici sont des investisseurs professionnels. Ce sont des hedge funds, des fonds d'investissement, des fonds de pension, des assureurs, bref, les gens qui investissent les parts dans les marchés financiers. Et même si théoriquement, toi et moi, avec nos comptes Boursorama, on est aussi des investisseurs, on est peanuts par rapport aux pros. Ok, et donc l'extrait du début, c'était qui là-dedans? Eux, ce sont les traders. Ils interviennent uniquement dans le marché secondaire, c'est-à-dire dans le marché de l'occasion. Et eux, ils ne financent pas l'économie? Non, pas directement, mais on en parlera dans une prochaine vidéo.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à aller checker la page Facebook. Aujourd'hui, donc, c'était la première partie sur les marchés primaires. La prochaine fois, on parlera des marchés secondaires. Le but étant d'avoir une vue d'ensemble de ce que sont les marchés financiers pour qu'on puisse construire à partir de là et peut-être aborder des sujets un peu plus compliqués. A bientôt pour l'épisode 6, ou l'épisode 5 bis d'ailleurs.